Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de Barcelone-Catalogne qui, au moment d'enregistrer, vient tout juste de se terminer avec les célébrations du podium qui ont eu lieu. Et ma foi, la course était pas la meilleure, c'était borderline nul, mais un dénouement assez intéressant. Et j'ai avec moi Marc-André Fortin pour revenir sur cette course. Salut Marc-André. Salut Abdou, comment ça va? Stressé, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous donner tout de suite le classement du Grand Prix de Barcelone-Catalogne qui est provisoire au moment d'enregistrer. Donc, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix, cette course, et obtient de ce fait sa première victoire en rouge. Il devance son ancien coéquipier George Russell sur Mercedes et Lando Norris complète le podium pour McLaren. Il s'agit du premier podium 100% britannique depuis le Grand Prix des États-Unis 1968, disputé à Watkins Glen. Ensuite, en quatrième place, on a Max Verstappen, cinquième Oscar Piastri, sixième Isaac Hadjar, septième et huitième Pierre Gasly et Franco Colapinto chez Alpine, et 9e et 10e Liam Lawson et Arvid Lindblad pour Racing Bulls. Et on a perdu durant cette épreuve Lance Stroll, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Alex Albon, Oliver Bearman, Charles Leclerc et surtout Kimi Antonelli au 61e tour. Déjà là, Albon était revenu en piste, mais il n'est pas classifié, j'ai oublié de le préciser. Il est revenu en piste, mais comme il n'a pas complété 90% de la distance, il n'est donc pas classifié dans cette course. Alors, Marc-André, finalement, Lewis Hamilton a sa victoire en rouge. Il a gagné chez McLaren, il a dominé chez Mercedes et il est finalement un vainqueur avec la Scuderia Ferrari. Et de brillante façon en plus de ça. On a souvent, et je le dis encore, souvent critiqué les stratégies de Ferrari, mais pour une fois, ils ont réussi. Un peu de chance quand même, avouons-le, avec l'abandon d'Alonso qui est vraiment arrivé au bon moment pour Hamilton, et pour Ferrari. Mais sans blague, Lewis a été extraordinaire dans son deuxième train de pneus. Après son deuxième arrêt, a réussi à aller chercher beaucoup de secondes sur les Mercedes avec des pneus frais. Est parvenu à aller chercher tout le temps qu'il pouvait aller chercher. Écoute, il enchaînait les meilleurs tours de brillante façon. Donc, chapeau à Lewis Hamilton. C'est beau avoir quand même un ex-champion qui a eu le courage de partir dans une nouvelle écurie, qui a eu le courage de faire les changements. Ça a très mal été l'an passé. Puis là, cette année, sans dire une renaissance, mais on voit un Lewis qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est quand même bien amusant de voir ça. Fait que non, écoute, ça a été une course, comme tu l'as dit, je pense pas que c'est une course qui va rester dans les souvenirs de tous pour l'action en piste, mais je pense que pour la signification de l'événement, je pense qu'on va pouvoir garder quand même ce Grand Prix à Barcelone en tête. Lewis Hamilton qui remporte cette course devant George Russell, et on va en reparler, j'imagine, plus tard, mais Lando Norris qui subtilement réussit à avoir son podium. Ouais, exact. Et je viens de voir ça passer. Actuellement sur le circuit, il y a la magnifique chanson de Don't Stop Believing de Journey qui est en train de jouer. Donc, je crois que c'est tellement symbolique. Et puis, je pense même, j'ai entendu une des chansons de Tupac. Lorsque Lewis est sorti de sa voiture, si quelqu'un peut me corriger là-dessus. Mais oui, je pense que... Mais c'est surtout aussi le fait que depuis quelques Grands Prix, on voit un Lewis vraiment en grande forme. Sa deuxième place à Monaco, sa deuxième place à Montréal.
Et aussi son podium, sa 3e place en Chine. Je pense qu'on voit un Lewis. Puis, je vais faire un mea culpa. En conversation privée, dans le chat du bulletin GP avec Jean-Sébastien, Anna-Maria, Julien et compagnie, et toi aussi, Marc-André, j'avais émis beaucoup de doutes concernant Lewis Hamilton. Il y en a beaucoup aussi. Je pense que Matt Bishop, qui est l'ancien relationniste chez McLaren, qui a connu Lewis Hamilton, et un grand gourou, un grand gourou de la Formule 1 aussi, qui avait écrit aussi un article comme quoi est-ce qu'on n'a pas vu les derniers miles de Lewis Hamilton en 2026. Puis j'étais d'accord parce que je pensais pas que, parce que je pensais que Charles Leclerc allait avoir complètement le dessus sur Hamilton comme on l'a vu en 2025. Mais force est de constater que présentement Hamilton, depuis pas seulement Montréal, Monaco et tout ça, comme tu l'as dit, retrouve en fait le vintage Lewis qu'on a connu. Donc, je pense que l'adaptation chez Ferrari a été plus compliquée que, par exemple, les Fernando Alonso, Sébastien Vettel et même Michael Schumacher, qui a gagné d'ailleurs sa première victoire sur ce circuit il y a déjà 30 ans, et à sa première saison chez Ferrari. Mais je pense que on a oublié qui est Lewis Hamilton. Oui, je pense que les doutes étaient très valables. J'avais les mêmes doutes parce que on semblait voir Lewis Hamilton plus en perte de, et là c'est un grand terme, là, mais en perte de capacité en piste que le contraire. Effectivement, comme quand je parlais de renaissance, je trouvais que le terme était un peu fort, mais c'est quand même le cas cette année de voir un Lewis qui est plus agressif, plus qui s'en permet moins aussi sur la piste, je trouve. Puis tu sais là, ça reste qu'il n'y a pas eu de dépassement éclaboussant de la part de Lewis aujourd'hui, mais ça a resté une course stratégique. Puis si on se ramène aux grandes années de Lewis Hamilton et de Mercedes, oui, Hamilton était capable de grands dépassements, mais ça, pour moi, ça a toujours été aussi un pilote extrêmement intelligent sur la piste, sachant quand pousser, quand ne pas pousser. Et c'est peut-être un peu ça qu'on ne voyait moins parce qu'il était moins en mesure de le faire. Il était pas en position pour le faire, de bien gérer ses courses. Et en plus, devait toujours, j'ai l'impression, peut-être l'an passé, peut-être plus, toujours être en questionnement. Est-ce que je dois écouter l'équipe? Est-ce que je dois pas écouter l'équipe? Là, on sent une réunion réelle entre Hamilton et son équipe de gestion de course. Fred Vasseur qui a l'air d'avoir vraiment bien, puis on n'est pas à l'intérieur, mais semble avoir bien réuni tous les acteurs chez Ferrari. Donc, écoute, je ne pensais pas être aussi positif envers Ferrari. Ils n'ont jamais donné vraiment l'occasion de l'être, mais en tout cas, depuis 3-4 courses, on peut vraiment être content du travail de Ferrari. Oui, et puis d'ailleurs, justement, pour revenir plus sur la stratégie de ce Grand Prix, partir avec des tendres et aller avec 2 médiums, je pense que une course à 3 arrêts, je m'attendais pas. Moi, je pensais que ça allait être une course à 2 arrêts. Mais finalement, je pense que Ferrari a vraiment bien joué ses cartes et a profité du fait que Mercedes a été très hésitant par rapport aux stratégies, à leur stratégie et surtout à la réaction aussi. Donc, c'est pour ça que ça m'a surpris de voir, ça m'a vraiment surpris de voir Ferrari être autant agressif sur une stratégie et que ça fonctionne. Ouais, puis moi, j'ai été surpris aussi je pense que tu l'as bien mentionné, mais la réaction de Mercedes était pratiquement inexistante. Puis encore là, quand on aurait pu croire que Russell aurait été capable d'aller chercher Lewis avec des pneus plus tendres,
mais ça n'a pas du tout été le cas. On dirait qu'il n'y avait pas du tout le rythme de course nécessaire aujourd'hui pour cette victoire. Puis ça reste que je crois que c'est extrêmement positif pour Ferrari et pour Hamilton. Là, c'est réellement un gain en termes de rythme de course qui a été fait. Bon, oui, il y a eu les changements de pneus durant la voiture de sécurité qui a réellement aidé Lewis Hamilton. Mais ça reste que en termes de course, en termes de rythme de course, on a vu une Ferrari extrêmement compétitive sur Mercedes. Donc, je me questionne, et là, on est encore très loin, mais je me questionne à quel point est-ce qu'on assiste peut-être pas en ce moment à un changement de paradigme dans les performances sur la piste. On va pouvoir l'évaluer dans les prochaines courses, mais réellement, je pense que la Ferrari est plus compétitive qu'elle l'était là. Oui, et on le voyait aussi parce que Ferrari a amené beaucoup de mises à jour sur la voiture et ça semble fonctionner du côté de Lewis Hamilton. Charles Leclerc, ça allait bien jusqu'à ce qu'il accidente sa voiture en Q3 samedi. Il faisait une bonne course quand même. Je pense qu'il y avait un potentiel de finir 5 ou 6e à peu près, mais sa direction l'a lâché au même moment où la voiture d'Antonelli faisait des siennes en même temps. Donc là-dessus, ça fait mal pour Leclerc parce que ce sont des points perdus dans une deuxième course consécutive où il y avait... Bon, à Monaco, je pense qu'ils ont sous-performé par rapport aux attentes, mais à Barcelone, c'était bien. Oui, tout à fait. Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est encore des points perdus pour Charles Leclerc dans un contexte où sa voiture le lâche un peu. C'était pas on le voyait que c'était pas un week-end nécessairement facile pour Charles, mais dans les conditions, avait réussi un excellent départ, avait réussi à aller chercher, même stratégiquement, aller chercher des positions lors de changements de pneus. Je pense que c'est lors de son premier ou son deuxième changement de pneus qu'il avait réussi à dépasser Piastri. C'est au 17e, donc Leclerc. C'était un beau dépassement même. C'était du beau travail de la part de Piastri, de Leclerc. Donc, je pense qu'on a réellement un pilote qui sous-performe, mais en même temps, il est arrivé tout plein de choses à Charles Leclerc récemment qui font en sorte qu'il se retrouve là, avec des points manqués. Là. Ouais, et c'est dommage aussi parce que bon, on s'entend que Ferrari va être clairement deuxième au championnat des constructeurs parce que le double DNS de McLaren a fait mal. Red Bull est à la traîne. Mais pour Charles Leclerc, moralement, ça fait mal. 2 grands prix consécutifs avec un 0 pointé. Alors que ça arrive dans un... Ben c'est ça, excuse, j'étais exactement là où j'allais. Exactement, dans un contexte où son coéquipier est en grande forme, ça fait mal. Ça fait très mal. Puis, je pense qu'on peut se transporter l'an passé. J'imagine que Hamilton devait se sentir exactement comme Leclerc en ce moment se sent. On dirait que on a comme juste un changement. Bien que je pense que Leclerc a jamais été aussi dominant. C'est peut-être encore un fort terme, mais aussi bon qu'Hamilton l'est en ce moment avec sa Ferrari. Mais j'ai pas l'impression que Leclerc, bien qu'il ait eu des bonnes performances dans les dernières années avec sa Ferrari, a réussi à atteindre le summum que Lewis a actuellement. Lewis est à quoi? Une 40aine de points d'Antonelli. Ouais. On disait qu'Antonelli était parti, là, c'est sûr que là, c'est un 0 pointé pour Antonelli. Ça fait extrêmement mal pour lui, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça reste que Hamilton est dans la course quand même, là. Que ce soit pour la première position ou pour rester à la deuxième position, je pense que ça peut être vraiment intéressant jusqu'à la fin de la saison.
Ah oui, puis d'ailleurs, parlant de Mercedes, George Russell, à un moment donné, j'allais dire, il va finir troisième dans une course à deux, mais finalement, disons que le fait que la voiture d'Antonelli le lâche dans les derniers instants de la course, ça se passe bien. Là, par rapport à la stratégie, on voyait, je pense en début, lorsque Hamilton s'est arrêté pour la première fois, je pense que Russell savait que il allait avoir que Lewis était sur une stratégie à 3 arrêts, puis il demandait s'il allait avoir une réaction, puis finalement, je pense que ça s'est retourné contre Mercedes. Ouais, puis moi, c'est mes courses favorites, des courses stratégiques comme ça, parce que dans les deux sens, tu peux dire Mercedes a fait une erreur, mais en même temps, tu menais la course, tu veux quand même garder le contrôle de ta course, mais en même temps, quand tu vois une stratégie aussi agressive que ça, tu te questionnes à savoir, est-ce que l'action-réaction est la meilleure chose à faire? Parce que en réalité, je pense que si Russell avait suivi Hamilton, ben aujourd'hui, on aurait peut-être un autre. Ou on aurait eu une course très serrée. On aurait eu une course où les deux se seraient battus. Là, c'était beaucoup plus justement une course d'arrêt au puits. Mais je pense que c'est facile à dire, OK, il aurait dû les suivre, mais en même temps, on regarde le résultat aujourd'hui. Et Russell se retrouve derrière Hamilton, tout simplement parce que ils n'ont pas suivi la stratégie de Ferrari, mais en même temps, c'est tellement facile à dire. Puis, il y a eu aussi la voiture de sécurité virtuelle exact. Causée par le plus grand rival de Lewis Hamilton. Et jusqu'à aujourd'hui, le dernier vainqueur pour Ferrari à Barcelone, Fernando Alonso. Donc, tout à fait. Et je dois dire aussi, tout était dans tout. Alonso qui offre la victoire à Hamilton. Nico Rosberg qui interviewe son ancien coéquipier 10 ans après ce fameux moment sur ce circuit. Je sais pas pourquoi, mais pour revenir à la voiture de sécurité virtuelle, c'est ça qui a permis justement à Ferrari de se donner cet avantage. Ouais, c'est un écart qui était assez important. On parlait de quoi? De 5 ou 7 secondes là, au moment où ils sont rentrés. Ouais. Après l'arrêt au puits. Puis ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, mais Lewis Hamilton avait un excellent rythme. Moi, j'avais l'impression, Lewis a réussi à monter à peu près à 10 secondes d'écart à un moment donné. J'ai pas noté quel tour, mais j'avais l'impression que Mercedes allait réussir à faire changer le rythme de course, puis on allait commencer à voir réellement un avancement dans les secondes pour Russell sur Hamilton, mais ce n'est pas de ça qu'on a eu du tout. Même Antonelli semblait beaucoup plus rapide que Russell. Il s'est même plaint à la radio pour mentionner à son écurie, « Hey, on peut-tu m'aider? » Parce que Norris attaquait Antonelli à ce moment-là, quelques tours avant son abandon. Alors, c'est du beau travail pour Hamilton, mais on dirait que c'était vraiment le rythme de Mercedes qui n'y était pas aujourd'hui. Et puis, tant mieux si on peut avoir un changement de garde, peut-être temporairement dans les prochaines courses, ça pourrait exciter un petit peu davantage le championnat. Ouais, si Hamilton continue sur cette forme, mais ça prouve aussi, bon, pour et en même temps aussi, il y a eu cette crainte pour Antonelli d'être frappé par une pénalité de 5 secondes pour limite de la piste excessive. Il avait déjà été frappé d'un drapeau noir et blanc, puis on a entendu Lando Norris et son ingénieur de piste déblatérer sur le fait que probablement il a été hors des limites à plus de 3 reprises, mais finalement c'est devenu caduc, non existant.
avec l'abandon de l'Italien. Mais justement, avant de passer à Lando Norris, pour Antonelli, cet abandon, certes, c'est triste, mais j'espère que pour lui, ça va pas le déranger parce que naturellement, ça fait mal, mais il garde quand même une bonne distance sur Hamilton et Russell. Par contre, il doit... Puis, je trouve qu'il a fait une bonne course une course correcte dans l'ensemble. Il allait finir deuxième n'eût été de cet abandon. Ouais, puis tu sais, on peut voir aussi comme un retour d'ascenseur sur Russell, alors que Russell a aussi été pris par un abandon causé par un moteur à Montréal. C'est le strict retour. Maintenant, il faut, comme tu le dis, que ça ne vienne pas toucher la confiance qu'Antonelli s'était donnée. Par ses performances, il a réussi à se gagner une très belle avance, comme tu l'as dit, au championnat. Plus de 40 points sur Hamilton, plus de 50 sur Russell. Donc, c'est pour lui strictement de se recentrer. Puis, c'est pas un accident non plus, c'est pas une erreur, c'est juste mécanique. Donc, pour lui, il doit garder le cap, comme tu l'as dit, parce que le championnat est loin d'être gagné encore. Il reste encore plusieurs courses à faire. Donc, c'est important de garder le cap, justement. Ouais. Donc, il y a vraiment donc, de toute façon, il y a Autriche et Silverstone tout de suite après. Il y a d'autres courses. Il reste encore du temps, mais il faut pas qu'il se fasse avoir. Lando Norris, on va parler un peu de McLaren. Lando Norris qui a fait une très bonne course dans les circonstances, donc hérite d'un podium. Et je trouve que oui, on s'est beaucoup concentré sur les deux Mercedes et sur Hamilton, mais Norris a été vraiment bon dans un sens où il est vraiment resté proche des Mercedes pendant une très bonne partie de l'épreuve et se retrouver à moins de 5 secondes dans l'éventualité où Antonelli devait se prendre une pénalité de 5 secondes s'il répétait encore le même problème de limite de la piste. Alors, je pense que... Et à l'inverse, Oscar Piastri, ça a été un week-end très difficile pour lui. Donc, je pense que pour Norris, il y a de quoi bâtir sur cette course. Tout à fait. Je trouve qu'il y a quelque chose à bâtir, bien que, écoute, ça a été une course extrêmement subtile pour Norris. On l'a pas réellement vu, mais comme tu dis, il a toujours été là. C'est juste que il n'était pas au cœur des actions, mais c'était un figurant très présent, malgré tout, parce que il s'est donné la chance d'être sur le podium. Il s'est donné la chance d'être là au bon moment. Il n'a pas fait d'erreur, a été très stable. Les McLaren ont été très bons aussi pour suivre la vague de quand sortir, quand rentrer. Donc, je trouve que ça a été bon pour lui. Puis Max a sorti au 13e. Bon, Max n'a jamais vraiment été dans... Verstappen n'a jamais été réellement dans les discussions. Le rythme de course est encore lamentable pour Red Bull. Mais, tu sais, Max a sorti au 13e pour la première fois. Norris a tout de suite réagi. Donc, j'ai aimé leur stratégie où je pense qu'on était beaucoup en réaction des autres. Antonelli est sorti au 15e. Donc, ils se sont donné la chance à tout moment de autant réagir de ce qui se passait en arrière que de réagir pour ce qui pouvait peut-être arriver à l'avant. Donc, non, Norris mérite amplement cette 3e position dans les circonstances quand même. Mais course que j'appellerais tout de même le subtil pour Norris. Exact. Donc, pour Norris, je suis très content pour lui. Surtout que c'est pas une saison difficile avec une panoplie de problèmes de batterie ou de moteur, des abandons. Et là, quand la voiture fonctionne, ben là, on voit le Lando qu'on
qu'on connaît maintenant. C'est comme champion du monde surtout. Donc, ça, c'est bien. Pour Piastri, bof. C'est plutôt, pour moi, c'est une déception. Certes, il a obtenu un podium, c'est assez bien passé au Japon, mais puis bon, on peut parler de Monaco et tout ça avec tout le fiasco des limites de vitesse et tout ça, et est-ce qu'il a vraiment le podium, mais sinon dans l'ensemble, je trouve que c'est une déception. Puis le Grand Prix de ce week-end est une des raisons pour laquelle on en parle. Pour ce qui est de Red Bull, Max Verstappen, il a fait sa course tout seul. Mais Isaac Hadjar, lui, par contre, animait un peu la course avec de beaux dépassements. Par l'extérieur, je pense qu'on l'a vu 2 fois par l'extérieur au virage 3. Exact. Un dans l'avant-dernier virage sur un Ollie Behrman dont les pneus étaient en fin de vie. Alors, et tout ça a été causé. Il est parti 6e. Il a chuté à la 15e place après un genre des ennuis avec son moteur, mais c'est bien repris quand même. Donc, je pense que au moins pour Hadjar, c'est une certaine satisfaction d'avoir terminé dans les points dans une course où le départ a été compliqué pour lui. Tout à fait. Il a réussi à sauver la barque, si je peux dire ainsi, avec effectivement, écoute, mauvais départ. Tu te retrouves 15e. Tranquillement, rapidement quand même dans des places. Je pense qu'au 8e tour, il était rendu 11e. Il a réussi quand même à ramener ils ont quand même aussi réussi de bons arrêts au puits. Il a permis à Hadjar de gagner quelques positions. Et finalement, là, termine tout de même là, en bonne position avec sa 6e, retrouve sa position initiale, ce qui est quand même vraiment intéressant pour lui. A sauvé un peu quand même la situation. Donc, très heureux quand même pour Hadjar qui, un jeune pilote encore, doit apprendre de toutes les expériences qu'il peut. Et dans les circonstances, venir terminer 6e quand malheureusement c'est personnellement fait une erreur, ou du moins que il y a eu cause à effet sur le départ de ramener quand même un bon résultat. Ça peut quand même être une belle expérience pour Hadjar. Exact. Donc ça, c'est une bonne chose. Sinon, on va regarder dans le reste du top 10. Alpine qui voit ses 2 voitures terminer dans les points, mais ça pourrait être temporaire. Enfin, pour Pierre Gasly, c'est une 7e place plus réjouissante que celle de la semaine dernière à Monaco après toute cette série de pénalités, quoique maintenant il a repris son podium. Mais Franco Colapinto, ça a été une course tranquille, sauf qu'il est convoqué actuellement au bureau des commissaires pour une possible infraction durant le drapeau jaune causé par Fernando Alonso. Donc, est-ce que ça va être une 8e place permanente ou temporaire? Ça va être à suivre. Malheureusement, au moment d'enregistrer cet épisode, on ne le sait pas encore parce que on a eu le document juste avant de commencer, pendant l'enregistrement. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alpine est vraiment une équipe connaît une saison très solide. Formidable saison. Encore un autre très bon résultat pour Pierre Gasly aussi, qui possède vraiment l'œil du tigre, là, qui réussit à chaque occasion qu'il peut de maximiser les points de le faire. En plus, a retrouvé son podium qu'il avait réalisé à Monaco au cours de la fin de semaine. Donc, c'est une double victoire pour Gasly aujourd'hui. C'est en fin de semaine, mais quand même formidable d'aller chercher ces points-là qui sont extrêmement importants pour Alpine. C'est une situation aussi qui est belle pour eux parce que ils challenge actuellement littéralement les Red Bull en 5e position, ce qui est pas non plus
une petite affaire pour Alpine. Donc, très content pour eux. Challenge, ils ont quand même une vingtaine de points de différence, là, même une trentaine, là, mais ça reste que je pense que c'est quand même une formation qui peut croire quand même à de bons résultats, aller chercher là, les dernières places et les derniers points qu'il reste. Donc, content pour Pierre Gasly, notamment. Là. Oui. Et pour Franco Colapinto aussi, bon, ça, comme j'ai dit, c'est temporaire à l'heure actuelle où on enregistre, mais quand même, dans cette course, les deux Alpines ont commencé à l'extérieur du top 10, puis je pense que la stratégie a fonctionné. Ça a été une bonne stratégie. Les pilotes ont été vraiment capables de faire le travail nécessaire. Oui, il y a eu Nico Hülkenberg, Kimi Antonelli, Charles Leclerc qui ont abandonné, qui étaient dans le top 10 aussi. Mais quand même, réussir à se retrouver là où ils sont, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que même quand ça va mal, Alpine réussit à s'en tirer. Alors, je pense qu'on doit leur lever le chapeau et je sais que j'ai été tellement critique à leur endroit. On a été critique à leur endroit. en masse. Mais, sérieusement, Alpine est absolument pas spectaculaire, mais solide cette saison et ça continue. Donc, vraiment chapeau, mais encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que ça va dépendre de la décision des commissaires concernant l'infraction de drapeau jaune de Franco Colapinto. Et chez Racing Bulls, qui avait une livrée spéciale Coupe du Monde, donc s'il y a une référence soccer, c'est pas de ma faute, mais je sais pas si la référence est bonne, mais pour Liam Lawson et Arvid Lindblad, ces points en fait ont été donnés un peu dans les arrêts de jeu. Donc, 9e et 10e pour Lawson et Lindblad. Donc, ça continue quand même pour Racing Bulls après une course dans les doubles points à Monaco. Je pense qu'on continue d'être satisfait pour la jeune équipe pour Red Bull Junior. Tout à fait, profite des abandons de Antonelli et de Leclerc dans les derniers tours, comme tu l'as mentionné, pour se creuser une petite place en 9e et 10e position pour Lawson et Lindblad respectivement. Oui, continue à amasser. C'est souvent ça qu'on se dit, les écuries de fond de peloton, c'est de profiter au maximum des occasions qui peuvent se présenter devant toi et tout simplement d'être là et d'être capable d'aller chercher ses points. Donc, félicitations à cette équipe-là qui réussit, somme toute, là, à passer devant, encore une fois, là, qui réussit à une bonne performance pour réussir à passer devant des Williams, des Haas, des Harley de ce monde, pour notamment être ceux qui puissent aller chercher ces points-là. Exact. Et puis, bon, si jamais Colapinto est pénalisé, ben, ce seront des points de plus. Alors, ça va être quelque chose qui va les satisfaire. Puis, surtout pour Lindblad, après une belle performance à Monaco, où il a bénéficié du drapeau rouge, fait une course sans problème, relativement sans problème. Bon, il y a eu peut-être la frousse au premier tour au départ quand il s'est retrouvé hors piste. Mais sinon, ça a été une course sans ennui pour la jeune recrue britannique. Sinon, je regarde peut-être c'est pas une déception, mais plutôt quelque chose de triste pour Nico Hülkenberg qui vraiment pouvait aller chercher des points pour Audi. Malheureusement, la voiture l'a lâché au 29e tour. Alors, c'est triste. C'est triste dans tout ça parce que je pense que pour Hülkenberg et pour Audi,
Ben, il y avait de quoi à faire dans cette. Il y avait de quoi à faire en fait, mais malheureusement, ils sont encore avec 2 points au classement, 9e. C'est un point de plus que Aston Martin, mais dans l'ensemble, je pense que il y a eu tellement de points échappés à cause de la fiabilité. Ouais. Alors, mais il était 10e lorsqu'il a abandonné. On peut croire qu'une 8e ou une 7e position était possible pour Hülkenberg à ce moment-là. Donc, triste pour lui parce qu'il faisait une très belle course, avait bien réussi à amener sa voiture avec un potentiel bon résultat, mais malheureusement, encore la mécanique qui lâche chez Hardy. Ça, c'est un problème qui devient constant. Oui, puis ça se comprend parce que c'est quand même un nouveau moteur, donc tout à fait. Ça au moins c'est pardonnable, disons. C'est pardonnable. C'est pardonnable dans tout ça et rien pour enlever et rien pour disons rendre les choses plus compliquées. Gabriel Bortoleto termine à la 11e place, une position que Hülkenberg connaît tellement bien cette saison, autant en qualif qu'en course. Alors, et d'ailleurs, c'est Bortoleto qui a obtenu, qui a marqué les premiers points de Audi lors du Grand Prix d'Australie avec une 9e place. Donc, comme j'ai dit, il y a des points que Audi a échappé durant certains Grands Prix, puis aujourd'hui avec Hülkenberg, ça aurait été une occasion, ça aurait été la meilleure occasion. Sinon, je regarde Williams à la traîne. Tout comme Haas aussi. Bon, Esteban Ocon finit devant Berman, mais c'était anonyme. 14e pour Sergio Perez. Ça, c'est quand même bien. Même si Valtteri Bottas a dû abandonner au 15e tour. Et finalement, Aston Martin, on n'en reparle pas. Là, ça s'est juste empiré. Et je pense que après le point obtenu sur tapis vert avec la pénalité de Perez à Monaco, c'est un peu un retour à la réalité pour Aston Martin. Et je pense que celle-là, c'était c'était pire qu'en Australie, je pense. Parce qu'en Australie, on le savait déjà que ça allait être le bordel. Mais à Barcelone, ça fait mal. Tout à fait. Je trouve que ça fait mal. Et surtout dans un contexte où on est dans une période de Coupe du Monde, que genre, on ressent la fierté des pays en ce moment. On ressent cette fierté de son pays. Donc, c'est quand même rigolo. Ah ouais. Et le pauvre Fernando qui, non seulement se qualifie dernier, mais doit abandonner et permet à comme je l'ai dit plus tôt, son rival de tout simplement gagner ce Grand Prix. Donc, il n'est plus le dernier vainqueur Ferrari à Barcelone. Oh boy. Ouais. Donc, bravo, Alonso. Et il a dit que c'était probablement son dernier Grand Prix à Barcelone. Donc, quelle manière de terminer ça si c'est vrai. En même temps, il peut quand même être content. Il s'est rendu beaucoup plus loin que son coéquipier Lance Stroll qui a terminé au 6e tour. Fait que, quand même une victoire pour Alonso dans cette joute. En quelque sorte. C'est une sorte de victoire, mais... mais je pense que lui, ça... Ton moral, là. Moral, ouais, mais il s'en fout un peu. Donc, ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Puis, je vais en profiter aussi pour féliciter deux personnes.
tout d'abord, Rafael Camara qui a obtenu sa première victoire en Formule 2 avec une victoire dans la course principale à Barcelone. Donc, c'est une journée de première pour Ferrari. Oui, parce que Camara est un pilote de l'Académie Ferrari. Et surtout, je veux en profiter pour féliciter Toyota qui a remporté les 24 heures du Mans. Donc, la voiture numéro 7, conduite par Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nick De Vries. Donc, oui, Nick De Vries, non seulement est un champion de Formule E, de Formule 2, mais maintenant est un vainqueur des 24 heures du Mans. Donc, Toyota l'emporte devant BMW, conduite par Robin Freins, René Rasch et Sheldon Van der Linde. Et l'autre Toyota, la numéro 8, conduite par Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa, complète le podium. Et une pensée pour le pauvre Sébastien Bourdais avec Cadillac qui avait une opportunité de remporter les 24 heures du Mans à la maison parce qu'il est natif du Mans. Encore une fois, la malchance est tombée sur lui avec un abandon mécanique. Alors, ça fait mal, mais au moins Toyota revient sur le sentier de la victoire après un three-peat de Ferrari depuis leur retour dans la grande compétition en hypercar. Donc, félicitations à Toyota. Et surtout à Kamui Kobayashi, Mike Conway et Sébastien Buemi. Et si c'est vrai que c'est la dernière course, les derniers 24 heures du Mans de Conway avec Toyota, quelle belle manière de terminer ça. C'est sur les chapeaux de roue. Et très honnêtement, Marc-André, j'ai suivi la course un peu à tâtons. Parce que oui, il y avait le Grand Prix de Barcelone. Il y a la Coupe du Monde aussi. Et c'est comme ça que je vais terminer parce que cet après-course, c'est mon dernier avant un mois parce que je vais être en vacances voir mes parents au Sénégal. Donc, Marc-André, et ça va être toi qui va prendre le relais pendant le prochain mois. Tout à fait. Petite pause pour moi également la semaine prochaine. Ouais, petite pause pour moi la semaine prochaine, mais en cas de... On va quand même rester à l'affût en cas d'actualité flamboyante durant ce mois. On va être prêt à réagir là en cas d'actualité flamboyante, mais sinon on y sera là pour tous les après-courses, autant celui de la semaine prochaine que l'autre qui est le 5. Le 5, c'est... En fait, Silverstone. Ouais, donc dans 2 semaines, c'est Autriche et ensuite Silverstone le week-end d'après. Oui, dans 2 semaines, c'est ça, exact. Donc oui, vous ne m'entendrez pas déblatérer pendant les après-courses. Donc, ça va être Marc-André qui va prendre le relais et François aussi. Donc, c'est ce qui complète cette après-course du bulletin GP du Grand Prix de Barcelone-Catalogne. Alors, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple, YouTube, partout le bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Blue Sky, @ le bulletin GP. Et évidemment, n'oubliez pas la monoplace où vous pouvez discuter pendant les Grands Prix, même entre les courses aussi, si jamais vous trouvez de quoi intéressant. Alors, on est disponible un peu partout. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Abdou, ça a été un réel plaisir. Je te souhaite d'excellentes vacances. Profite-en au maximum. Puis le bulletin GP va être entre bonnes mains là, pendant ton absence. Ah oui, j'en doute pas. Tu l'avais fait aussi quand j'étais justement parti en vacances il y a 3 ans aussi. Tu avais très bien fait ça. Donc, mais ça ne veut pas dire aussi que je ne vais pas regarder les courses. Je vais essayer de les regarder directement du Sénégal. Et en plus, ça va être en après-midi. Donc, le chanceux. Sur la vraie heure. Sur la vraie heure en plus. Donc,
C'est quand même fou. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Moi, je vous retrouve dans un mois. Marc-André ou François va vous retrouver pour le prochain épisode en Autriche. Alors, sur ce, profitez bien et bonne Coupe du Monde aussi. Salut tout le monde!